Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour rendre justice à la définition de la formule action directe dans l'anarchisme. Donc formule qui a été dont la définition a été complètement déformée et dont une mauvaise définition nous a été imposée depuis longtemps maintenant. Donc je me suis basé sur un texte une femme anarchiste qui est morte au début du XXe siècle, en 1912, qui s'appelait Voltairine de Cleyre, une anarchiste américaine en fait, qui a écrit plein de petits textes sur l'anarchisme, et ils n'ont pas tous été traduits en français, et celui-ci l'a été donc. Et donc en fait elle vivait à une époque où l'anarchisme en était à ce qu'on appelle la propagande par le fait, c'est-à-dire qui se traduisait par des attentats aux États-Unis notamment. Et donc où immédiatement la formule action directe avait été assimilée à une action violente. Donc. Et donc elle a écrit ce texte pour rappeler la vraie définition de l'action directe, qui est beaucoup plus profonde et significative que simplement l'action violente. Donc, bon, en plus, c'est vrai qu'en France, l'aspect violent de cette formule a été aussi accentué par le fait qu'il y a eu un groupe terroriste donc, qui s'appelait Action Directe dans les années 70-80, enfin 80 plutôt, en France, et qui avait assassiné quelques patrons et pratiqué donc l'action violente. Donc c'est vrai que cette formule, cette définition, cet aspect violent de l'action directe est resté collé à la formule. Mais disons que donc la vraie définition, dans la vraie définition, l'action directe est opposée à l'action politique. Donc pour bien comprendre l'action directe, il faut donner la définition de l'action indirecte, qui serait la suivante. Toute personne qui, pour faire valoir ses droits, désignerait une tierce personne pour la représenter, c'est-à-dire l'action politique, c'est-à-dire en pratique, je veux faire valoir mes droits, alors je désigne un homme politique et je vote pour lui pour qu'il aille parler en ma faveur, voire me faire obtenir ces privilèges et ces droits que je réclame. Ça, c'est une action politique, une action indirecte. L'action directe serait d'aller faire valoir ses droits soi-même. Alors, l'action directe, dans toute la profondeur de sa définition, en fait, nous avons tous, sans exception, eu recours une fois dans notre vie, ou plusieurs fois, à l'action directe, parce que nous avons tous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, de notre enfance, de notre adolescence ou de notre vie d'adulte, nous nous sommes tous trouvés, comment dire, opprimés par quelque chose, lésés, et nous avons tous, à un moment de notre vie, pris notre courage à deux mains et réagi tout seul face à l'injustice dont nous étions victimes. L'action directe, c'est ça, en fait. Et donc, en fait, on comprend mieux pourquoi tout ce qui est manufacture, enfin fabrication du consentement, j'allais dire le terme en anglais, ça sert à rien, tout ce qui est fabrication du consentement, tout ce qui est propagande, est là en premier aussi pour annuler cette, comment dire, cette notion d'action directe que nous avons au fond de nous face à une injustice. Tout est fait pour que la volonté de réaction soit annulée et passe par une tierce personne ou une autorité. Ou, voilà, tout est fait dans ce sens. Vous avez très bien vu que, je veux dire, jusqu'à des situations complètement ridicules, vous avez déjà vu dans des émissions télé poubelles, des situations où des gens venaient exposer leur cas qui durait depuis des années, où ils avaient par exemple un voisin qui était infernal avec eux, et ils étaient allés au tribunal et ça faisait 2 ans qu'ils attendaient le verdict en attendant un médiateur
Donc des situations, des inepties pareilles, en fait, des situations complètement débiles, parce que tout est fait pour que nous ayons toujours recours à l'action indirecte, c'est-à-dire pour dépendre d'une personne et pour gommer cette espèce d'action impulsive face à l'injustice qui est complètement humaine, en fait. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons tous eu affaire à l'action directe. On s'est tous sentis à un moment donné victimes d'injustice et avons réagi. Donc ça c'est la véritable définition de l'action directe, c'est ne pas passer par une autorisation pour agir ou réagir. Et c'est vrai que voilà, c'est tout à fait compréhensible que le système et la propagande et la fabrique du consentement soient faites de telle façon à ce que nous oublions ce style de réaction, ce qui nous empêche d'avoir une réaction logique face à la grande arnaque de tous les jours, puisque nous sommes vraiment devenus subordonnés, puisque ne pas agir directement, ne pas avoir une réaction humaine, c'est aussi être subordonné à une autorité qui décidera pour vous. Donc voilà, son texte à Voltairine de Clercq donc, explique comment l'action directe, la réaction fait partie vraiment de l'être humain. Elle explique aussi comment tout ce qui est tout ce qu'on appelle socialisme et communisme, mais contemporain, c'est-à-dire d'aujourd'hui, est un grand leurre par rapport au fait de faire valoir les droits de la personne, puisque en fait, en substance, on nous dit, donc on veut nous faire croire qu'un jour, en votant pour un parti politique, le peuple prendra le pouvoir. Donc on veut nous faire croire qu'un jour, simplement par l'action de voter pour un parti politique, tous les grands propriétaires terriens, les propriétaires, les grands financiers, les oligarques, tous ces gens qui contrôlent l'armée, la police, la finance, vont dire, bon, ben écoutez, vous avez gagné les élections, donc voilà, on vous donne les clés, c'est à vous de gérer maintenant. Donc vous vous rendez compte un peu comme, je veux dire, quand on prend un peu de recul, le leurre et l'idiotie que ça représente, de croire en une solution politique face à l'ampleur de ce qu'est devenu l'arnaque aujourd'hui. Donc voilà pourquoi c'est vrai qu'il serait bien de reconsidérer cette vraie définition de l'action directe, non pas simplement comme une action violente, parce que là quand je vous parle d'action directe, comment dire, je ne prends pas du tout en considération ce qu'on peut considérer comme de la morale religieuse, de l'éthique ou quoi que ce soit. Je suis simplement terre à terre. Donc je ne fais pas de différence entre l'action violente ou non violente. Je parle simplement d'action directe, c'est-à-dire je suis victime d'injustice, donc je réagis. Voilà. Donc je pense que comment dire, aujourd'hui c'est une bonne époque pour reconsidérer la vraie définition de cette action directe. Je vais vous donner deux exemples d'action directe pacifiste et action directe violente, donc qui ont eu lieu aux États-Unis au XIXe siècle, dont elle parle dans son livre. Mais pour vous montrer l'implication que ça peut avoir, les résultats que ça peut avoir, sans aucun jugement de morale, par contre, sur ce qui a été fait. Donc en action directe pacifiste, par exemple, vous avez les Quakers, vous savez, c'est un mouvement religieux qui rejette toute structure hiérarchique dans la religion. Ce sont des chrétiens, donc, qui rejettent toute structure hiérarchique. Et donc, qui arrivaient aux États-Unis, donc au 19e, et qui rejetaient d'abord toute allégeance à un gouvernement, et qui ensuite refusait tout impôt ecclésiastique, donc imposé par l'Église aux États-Unis, et voulaient simplement vivre de la façon dont ils avaient décidé. Donc ce qui se passait pour les Quakers, c'est que bon, ils étaient immédiatement déclarés hors la loi, ils étaient opprimés de manière très violente, puisque bon, ils étaient souvent battus, mutilés parfois, et pendus
donc pour la cerise sur le gâteau. Donc la façon d'agir des Quakers était la suivante, c'est-à-dire ils n'avaient absolument aucune réaction, c'est-à-dire qu'ils continuaient à débarquer en Amérique du Nord, tout en sachant que de ça, de là, ils se feraient pendre, voire battre ou maltraiter, mais sans avoir aucune réaction violente, ils continuaient à affluer, même s'ils se faisaient tuer, et ils continuaient à vivre de la manière dont ils avaient décidé, sans payer aucun impôt, sans obéir à aucun gouvernement. Si bien qu'au bout d'un moment, on les a laissés faire, c'est tout. Donc, ils ont gagné leur combat comme ça. C'est un exemple d'action directe pacifiste, c'est-à-dire je fais ce que je décide quoi qu'il arrive. Dans les exemples d'action directe qui se sont passés en Amérique, action directe violente, vous avez un personnage controversé qui s'appelle John Brown, lui il est mort en 1856, juste avant, je crois, le début de la guerre de sécession. Et John Brown, donc c'est un chrétien presbytérien, donc, très religieux, mais qui s'insurge corps et âme contre l'esclavagisme. Donc contre l'esclavagisme et les propriétaires d'esclaves. Alors lui, comme je vous le dis, c'est un paradoxe, mais c'est pour ça que je veux le citer, parce que c'est assez intéressant de voir que ce personnage très religieux s'insurge en tant qu'homme, parce qu'il trouve ça inadmissible que sur la terre où il vit, il y ait 4 millions d'esclaves noirs traités comme des animaux. Lui choisit l'action violente, il est partisan de l'action violente, donc tout au long de sa vie, il ne va cesser d'assassiner carrément des esclavagistes et des propriétaires d'esclaves. Il participe même à des massacres de propriétaires d'esclaves, donc dans l'action violente, il ne plaisante pas. Mais il a choisi entre l'aspect non violent de son christianisme et sa propre responsabilité d'homme. Donc il avait même construit des places fortes en Virginie, en Caroline du Nord, pour recueillir des esclaves et fomenter des révoltes dans les plantations. En fait, il avait envoyé des émissaires, des espions dans les plantations, pour prévenir les esclaves, pour leur demander de se révolter et de rejoindre les camps qu'il avait construits. Malheureusement, ça n'a pas marché, parce que les esclaves noirs n'ont pas osé. Alors ça aussi c'est très intéressant, parce que ça nous rappelle aussi l'époque actuelle. Les esclaves noirs n'ont pas osé par peur, pour la bonne raison que la génération d'esclaves noirs à qui ils s'adressaient est une génération qui n'avait jamais connu de liberté, qui n'avait connu qu'une répression ultra-violente contre toute tentative d'émancipation. Donc ça faisait déjà plusieurs générations qu'ils étaient traités comme des animaux et battus, voire assassinés à la moindre tentative d'évasion. Donc c'est à cette génération d'esclaves qu'il s'était adressé, donc c'est pour ça que ça n'avait pas marché. S'il avait eu affaire à la génération d'esclaves qui venait juste d'arriver d'Afrique, il n'y aurait eu aucun souci, il se serait révolté immédiatement, puisqu'il venait de la liberté. Mais tout ça pour montrer aussi que la fabrication du consentement, qu'elle soit par la violence ou par la propagande, a des effets dévastateurs chez l'être humain. Ça annule toute réaction logique face à l'arnaque. Pour eux, c'était l'absence de liberté, et pour nous, aujourd'hui, ça prend une autre proportion. Mais voilà, pour finir sur John Brown, donc il a continué à assassiner tous les esclavagistes qu'il trouvait, et puis bon, il a fini par se faire attraper, se faire pendre pour haute trahison. En tous les cas, il n'y a absolument aucune controverse sur le fait que, sans aucun jugement moral sur les assassinats et les actions violentes de John Brown, il a influencé et accéléré les décisions politiques qui ont aboli l'esclavage. Là où je veux en venir, c'est que l'action politique, c'est-à-dire l'action indirecte, n'a pas amené que des mauvaises choses. Mais chaque fois qu'elle amène une bonne chose, il y a toujours eu une action directe avant,
qui provoque l'action politique. Ça ne s'est jamais vu dans aucun pays au monde que le gouvernement ou les dirigeants se disent « Tiens, bon, personne ne se révolte, personne ne dit rien, on s'ennuie un peu, ici on pondait une loi qui améliorerait la vie du peuple. » Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Là où je veux en venir, c'est que l'action directe, qu'elle ait été violente ou pacifique, a toujours engendré une action politique. Et toutes les actions politiques qui ont amené une amélioration ont été d'abord précédées par l'action directe, qui arrive souvent par la révolte individuelle d'une personne qui déteint sur la masse et qui provoque un mouvement de masse. Et je le répète encore, que ce soit pacifiste ou violent. Je ne veux pas, pour ce dont je suis en train de parler, pour cette vidéo, je ne fais pas de jugement de valeur dans le fait d'assassiner une personne ou de manifester d'une manière pacifiste. Je parle juste d'agir directement plutôt qu'indirectement. D'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer là, depuis quelques jours, pour donner un exemple, les manifestations contre contre l'action israélienne à Gaza, les manifestations interdites où les gens se sont quand même déplacés constituent des actions directes de A à Z. C'est-à-dire que les gens faisant fi de l'autorité, de la loi, et bravant l'interdiction, n'écoutant que leurs propres émotions et leurs propres convictions, sont allés manifester. Ça, c'est une action directe. Demander l'autorisation de manifester avant de le faire, ce n'est pas une action directe. À la limite, c'est quasiment ridicule. Déposer un préavis de grève n'est pas une action directe. Une grève sauvage est une action directe. Une manifestation sauvage, je dis sauvage, je ne parle pas de coup de batte de baseball obligatoirement, hein, je veux dire à l'arrache, comme ça, décider d'un seul coup, c'est une action directe. Et seules les actions directes ont débouché sur des actions politiques. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Donc voilà, c'était pour un peu donner la vraie définition de l'action directe et pour comment dire, pour essayer d'enlever un peu cette image unique de l'action violente. En fait, c'est toute réaction logique d'être humain qui se respecte et qui se considère comme libre, ou du moins qui veut être respecté. Donc c'est une action logique qui est, depuis des décades, de plus en plus polie de manière à disparaître complètement de notre logique comportementale, en fait. Voilà, on veut faire disparaître entièrement cette réaction qui, quoique impulsive, est logique. Pour répondre aussi à quelques questions qui me sont posées depuis un moment en privé, par des commentaires, par rapport à l'anarchisme, donc je veux éclaircir un truc. C'est que voilà, en ce qui me concerne, bon, je suis pas une référence en matière de littérature anarchiste. Le ciel m'en préserve, parce que bon, ça ne sert pas à grand chose non plus d'avaler des millions de livres qui parlent de la même chose. Moi, ce qui m'a amené à cette façon de penser, c'est surtout l'expérience vécue au sein des tribus d'Indiens d'Amérique du Nord, et aussi par des amis zapatistes et certaines personnes faisant partie des mouvements de résistance autochtone au Québec et au Canada. Donc en fait, c'est simplement en étant avec eux et notamment avec les Indiens Sioux et leur mode de vie, bon, il est évident que comment dire, le concept de collaboration dans l'anarchisme est très facilement compréhensible par des gens qui vivent comme ça depuis l'aube des temps. Des gens pour qui l'unité n'est pas la nation ou le pays, mais
le village, le campement ou le clan. Donc ça, ces notions, ils les ont de manière logique depuis toujours. Alors je précise quand même que bon, chez les Indiens d'Amérique, c'est une version de l'anarchisme, si je puis dire, qui me sied tout à fait, c'est l'individualisme au service de la collectivité. C'est-à-dire d'abord, ce qui est respecté, c'est la liberté de l'individu en tant que tel, c'est l'individualisme, c'est-à-dire l'émancipation, l'épanouissement de l'individu afin qu'il rayonne dans un projet collectif. Pour prendre un exemple, pour faire une image, par exemple chez les Indiens Sioux, bon, la culture du fait de guerre ou du héros était toujours là, dans le sens où, par exemple, un membre de la tribu qui, à la chasse, ramenait 10 fois plus de trucs que les autres, eh bien, il cultivait cette fierté, sauf qu'après, il est partagé. Voilà, il les revendait pas. Voilà, c'est la différence. Mais il y a cette culture de l'individu pour que, justement, pour servir la collectivité ou être utile de la meilleure manière possible. Donc, en fait, c'est toutes ces expériences qui m'ont amené sur ce chemin et sur cette façon de penser. Ce n'est qu'après que j'ai lu des livres justement sur la pensée libertaire et les mouvements anarchistes en Europe. D'autant plus que, bon, en Amérique du Nord, il y a un phénomène intéressant qui est en train de se passer depuis quelques années. C'est, comme l'avait prôné Noam Chomsky d'ailleurs, c'est une espèce de fusion entre les mouvements anarchistes et les mouvements de résistance autochtone. Puisque selon Chomsky, c'est l'avenir de la pensée anarchiste, c'est l'alliance, oui, la fusion avec les mouvements de résistance autochtone qui, eux, travaillent beaucoup sur l'environnement pour la bonne raison que c'est c'est une histoire de survie pour eux. Comme toutes les histoires de pipeline qui passent au Canada, les zapatistes au Chiapas, au Mexique. Donc pour eux, c'est une histoire de survie. Alors il est évident que mélangé à la façon de penser anarchiste, voilà, c'est vrai que ça a donné les zapatistes, les sandinistes au Nicaragua et certains mouvements autochtones au Québec. Surtout que c'est vrai que les médias le cachent, mais il se passe beaucoup de choses, que ce soit au Québec, au Canada ou au Mexique, ou même en Amérique du Nord, au point de vue justement des actions directes menées par ces groupes, soit fusionnés, soit tout seuls. Mais ça, les médias n'en parlent pas. Mais si vous regardez les médias spécialisés ou les blogs indépendants en Amérique du Nord par rapport à tout ça, il y a des sacrés trucs qui se passent et pas uniquement des trucs pacifistes, vraiment. Mais bon, vous savez comment les médias fonctionnent, soit c'est de la propagande pour inventer un événement qui n'existe pas, soit c'est pour le transformer, soit c'est pour l'ignorer. Voilà. Ignorer un événement, c'est aussi de la propagande, ça n'existe pas. Donc voilà. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est ce qui m'a amené à ce mode de pensée. Par contre, je n'ai absolument pas de carte de quelconque fédération anarchiste en France, parce qu'il est évident que, après, il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, les quelques milliers de personnes qui sont là-dedans, mis à part quelques cas exceptionnels, ce sont devenus des théoriciens de la théorie, de la supposition, de l'hypothèse. Alors, bien entendu, ils sont absolument incollables sur la littérature anarchiste, sur qui a dit quoi et quand il l'a dit, tout ça. Bon, maintenant, après, dans les faits, on passe dans un autre truc quand même. Et comme me disait un ami qui réside à Montréal maintenant et qui chapeaute tout un réseau autochtone, qui est un indien zapatiste, donc c'est vrai que la différence, c'est que lui, zapatiste, s'il se fait attraper au Mexique, il le tue. Donc c'est vrai que voilà, il n'y a pas les mêmes conséquences. Donc voilà, je vais conclure sur l'action directe. Donc en répétant encore une fois que tout ce dont je vous ai parlé, il n'y a pas, je ne l'ai pas fait avec un filtre moral
morale, religieuse ou éthique ou quoi que ce soit. Je l'ai fait simplement en parlant de la différence entre l'action directe, ce que c'était vraiment, et l'action indirecte. Et je conclurai en disant que comment dire, si on regarde ces dernières années l'accélération de toutes les lois qui sont en train de passer, eh bien, on peut remarquer une chose inquiétante, c'est que bientôt, action directe sera tout simplement synonyme d'action non autorisée. Et là, il y a du souci à se faire parce qu'il y a vraiment une accélération là-dedans. Vous avez vu dernièrement là, le truc qui est en train de passer sur la police du net, donc, où des sites considérés comme terroristes pourront être bloqués par la police, sans qu'il y ait au préalable une plainte et un passage à un jugement. Donc vous voyez très bien que l'État, lui, procède à de l'action directe, sans qu'il n'y ait absolument aucune remarque. Donc voilà. Pensez-vous vraiment qu'une action indirecte et uniquement politique puisse nous sortir du merdier un jour ou l'autre? En ce qui me concerne, je suis convaincu que non. À bientôt.